venez de la Médina ou que vous venez donc de Ouakam, des 4 parties, donc c'est déjà quadrillé. Raison pour laquelle actuellement là où je suis, où les militants de Farba-Ngom étaient la fois passée, ce qui avait provoqué donc des échauffourées. Actuellement, ils ont été éloignés, très très loin même. Ils sont en face de l'école IFAS, si vous connaissez l'université Cheikh Anta Diop. L'IFAS, c'est juste derrière BRGM, quand vous prenez le couloir de la mort actuellement. Ils sont là-bas, massés, donc sous les arbres, en attendant de savoir ce qui en sera donc de leur leader, qui est Farba-Ngom, qui est venu ici donc au pôle judiciaire financier depuis les coups de 10 heures, accompagné de ses avocats. Et en termes de soutien, contrairement à la fois passée où nous avions vu Abdoulaye Seydou Sow, Abdou Karim Sall et les autres leaders de l'ancien régime, le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, je n'ai vu que 2 de ces leaders-là. Il s'agit de l'ancien ministre Mbaye Ndiaye, donc qui est venu le matin, qui voulait même faire une déclaration, mais il en a été empêché donc par la police, donc qui veille au grain actuellement. Il y a aussi Abdoul Malal Diop, sans doute vous le connaissez, l'ancien ministre des Sénégalais de l'extérieur. Donc lui, il a fait le déplacement. Il a dit qu'il a eu la nouvelle donc à travers la radio, raison pour laquelle il est venu manifester son soutien à Farba-Ngom, donc qui fut son compagnon donc quand il était aux affaires, raison pour laquelle il a fait le déplacement pour témoigner de cette amitié-là et soutenir Farba-Ngom, donc qui est cité dans une affaire de blanchiment présumé de capitaux, selon le rapport de la CENTIF qui a révélé cette affaire Souleymane. Restez avec nous, Boubacar Dieng. Nous allons entendre Abdou Malal Diop, justement, à qui vous avez tendu votre micro. Parmi les soutiens de Farba Senghor qui ont fait le déplacement au pôle judiciaire financier, l'ancien ministre des Sénégalais de l'extérieur sous Abdoulaye Wade, nous allons l'entendre. J'ai quitté Mbour pour venir le soutenir. Je pense qu'il est de mon devoir, quand un de mes frères a des soucis, qu'il me trouve à ses côtés. Parce qu'il me trouvait à ses côtés lorsqu'il était aux affaires. Donc maintenant, quand il n'est pas aux affaires et qu'il a des soucis, je pense qu'il est de mon devoir de venir manifester au moins ma présence pour me solidariser avec lui. Voilà pour Abdoul Malal Diop. Boubacar Dieng, sur le fond du dossier, Boubacar n'est plus avec nous. Alors, nous le retrouverons plus tard. Merci donc à Boubacar Dieng qui était en direct avec nous du pôle judiciaire financier où, je vous le rappelle, Mohamedou dit Farba-Ngom doit passer devant le collège des juges d'instruction. 12h05. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. C'est cet après-midi que le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, va rencontrer les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social, donc un conclave tripartite pour trouver des solutions aux revendications des syndicats, mais également du patronat dans un contexte économique difficile. C'est dans ce contexte de risque d'évolution du Front social que le Premier ministre réitère sa volonté de réunir les syndicats et le patronat le 21 février dernier devant l'Assemblée nationale ce jeudi pour discuter des questions de l'heure, une suite logique des alertes des syndicats et centrales suite aux revendications non satisfaites et des cas de licenciement dits abusifs ou plan de restructuration pour d'autres, notés depuis l'avènement du nouveau régime. On appelle au dialogue après que le chef de l'État a donné le ton en Conseil des ministres le 24 avril 2024. Un dialogue que l'État veut franc, sincère et constructif. Déjà, le choix porté sur Grand Théâtre pour abriter cette rencontre donne une idée sur la pléthore d'invités qui comptent y assister. Pour les centrales syndicales, il y en a une qui totalise à elle seule 60 cartons d'invitation. Et pour les syndicats, il y en a un qui, à lui seul, décompte 3. Le dialogue n'est pas seulement tripartite, comme son nom l'indique. État, syndicats, patronat, d'autres organisations de la société civile vont aussi y prendre part. Et pour le modus operandi, de sources sûres révèlent que du côté des syndicats, ce sont seulement les centrales syndicales qui vont porter la voix des travailleurs. Différents secteurs y sont invités et chacun ses préoccupations. Celle du secteur primaire se résume en 6 points, notamment le respect du protocole d'accord pour les fonds communs. Quant au secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, au total,
sociale, 7 points restent les plus saillants. Recrutement suffisant d'enseignants formés, ainsi que la restauration du décret dit égaré sur les pensions de réversion des enseignants décédés pour le SAES. Pour le secteur de la santé, l'on note aussi 6 points clés. Il figure le recrutement des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes dans la fonction publique, et pour la justice, le passage sans obstacle de greffier à la hiérarchie A2. Face à toutes ces contraintes, l'enjeu de cette rencontre, c'est alors de savoir résoudre certaines qui demeurent non négociables pour les syndicats et d'envisager des pistes de solutions structurelles pour penser au moins réussir ce pacte social, comme le souhaite le Premier ministre. Arrêtons-nous justement sur l'une des principales revendications du SAMES, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, actuellement en grève de 48 heures. Il s'agit, vous l'avez évoqué, Koumba Sandiane Faye, du recrutement des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes dans la fonction publique. La pluralité de tutelles constitue un problème majeur dans le secteur, selon le secrétaire général adjoint du dit syndicat. Aujourd'hui, beaucoup de médecins sont en chômage alors que le pays en a besoin, déplore les blouses blanches à Wambaye. C'est un point très important dans notre plateforme revendicative. C'est le recrutement dans la fonction publique des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en chômage. Selon le docteur Diabel Dramé, ce recrutement va non seulement aider à résoudre le gap de médecins, mais aussi il va régler les problèmes liés au statut. Il est le secrétaire général chargé des affaires médicales du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. C'est une préoccupation qui, si elle est résolue, nous permettra au minimum de résoudre 2 soucis dans le système de santé. D'abord, ce sera le problème du comblement du gap en ressources humaines. L'autre élément également, ça permettra, dans le cadre de ce recrutement, de lever un souci qu'on a dans le système de santé, c'est-à-dire des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes avec plusieurs statuts. Comme vous le savez, en dehors de la fonction publique qui recrute, il y a des contractuels du ministère de l'Action sociale, il y a les contractuels des établissements publics de santé, mais également il y a les médecins qui sont recrutés par les collectivités territoriales et mis à la disposition des structures de santé. Quand il y a plusieurs employeurs, une harmonisation dans l'application des accords s'oppose, ajoute le docteur Dramé. On l'a vu récemment avec les accords, par exemple, de 2022. Il était très difficile de faire une uniformisation, en tout cas du régime indemnitaire par rapport à cette catégorie socio-professionnelle. Donc, c'est ce qui fait que, au même titre que les autres secteurs, notamment l'enseignement, la justice, aujourd'hui, l'État devrait prendre à main, en tout cas, ces ressources humaines et les admettre dans la fonction publique pour que tous puissent avoir un même statut. Pour le docteur Babacar Fall, médecin en spécialisation, face aujourd'hui au taux de chômage qui est important dans leur milieu, il faut que l'État recrute. Donc il y avait des enquêtes qui ont eu à être effectuées pour recueillir un peu la situation par rapport aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui sont actuellement diplômés et qui n'attendent que le recrutement. Il n'y avait que 14,6% qui sont recrutés dans la fonction publique. Donc ce qui constitue un gap énorme en matière de recrutement et qui laisse un bon nombre de médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes diplômés du Sénégal en attente de recrutement. Des assises pour parler de ce recrutement sont nécessaires parce qu'elles vont permettre de se concentrer sur les ressources humaines et leur répartition sur le territoire national. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la rencontre de cet après-midi, en attendant d'y revenir bien plus largement dans nos prochaines éditions. Parlons de la réforme du secteur public avec les concertations régionales qui ont eu lieu à Tambacounda pour impliquer les populations. Le ministère de la fonction publique, par la voix du directeur de la gestion prévisionnelle des effectifs et emplois, a rappelé l'importance de cette initiative qui vise à améliorer l'administration. Écoutons Aboun Diatta, des propos recueillis par Ouspa Pousseinou Diallo. Le processus de concertation nationale a été enclenché sous l'impulsion du président de la République et sur instruction du ministre en charge de la fonction publique et de la réforme du service public. Plusieurs équipes étaient dépêchées au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal pour tenir des concertations régionales. Et aujourd'hui, donc, le diagnostic s'impose par rapport à notre administration, l'administration que nous voulons construire ensemble. Et qui dit diagnostic dit forcément l'implication, en tout cas des citoyens vers qui sont destinés les services publics qui sont rendus à la nation. Et c'est sur cette base-là
base-là, en fait, que la démarche qui a été entreprise est une démarche participative et inclusive et démarche qui met au cœur, en fait, de la réflexion par rapport aux réformes, les citoyens. La particularité de cette démarche, c'est qu'aujourd'hui, nous permettons aux citoyens de diagnostiquer, de soulever les difficultés et éventuellement aussi de faire des recommandations, de faire des propositions pour améliorer, en fait, l'administration publique, le service public que nous voulons. C'est sur cette base-là que les concertations ont été donc enclenchées. La finalité, c'est déjà de procéder à un diagnostic, de voir quelles sont les difficultés, quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les problèmes qui font que, quelque part, l'administration publique sénégalaise, donc l'efficacité est pointée du doigt, l'inefficacité, et aussi éventuellement la qualité du service public qui est rendu aux citoyens. RFM, partout, tout le temps. Allons à Ziguinchor pour évoquer la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. Il s'agit notamment de l'accompagnement socio-économique des personnes retournées et la reconstruction des habitats qui sont déjà en cours d'exécution. D'autres aspects liés à la tenue d'activités destinées à la promotion de la cohésion sociale ainsi que les interventions de plusieurs projets et programmes sont intégrés dans le plan d'action du plan Diomaye pour la Casamance. Mor Talatine, gouverneur de région et aussi président du comité de pilotage du plan Diomaye pour la Casamance, est au micro de Lamine Ba. Il y a bien évidemment les interventions du PUMA dans le cadre de la reconstruction de l'habitat, de la délégation générale à la protection sociale et de la solidarité nationale à travers un cash transfert destiné aux ménages des familles de retour. Il y a également eu comme activité celle relative à l'appui alimentaire que le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience a décidé de mettre en œuvre au profit des déplacés de retour. C'est le cas notamment des projets PADEL-PNUD qui envisagent d'accompagner 3 communes de la région de Ziguinchor pour les aider à renforcer leur gouvernance, mais aussi les accompagner dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale qui, comme vous le savez, est une dimension extrêmement importante dans le cadre du processus de retour. Cette réunion nous a également permis de recevoir les interventions de ICO, ex-Human Appeal International, qui veut également apporter sa contribution au plan Diomaye pour la Casamance à travers un appui pour la reconstruction de l'habitat dédié au village de Djigoudjer. Ensuite, la réalisation de 2 structures de santé, mais également d'autres types d'appuis. Et le comité les a appréciés à leur juste valeur et a décidé de travailler le plus rapidement possible pour procéder au ciblage des localités qui devront bénéficier de cet accompagnement. Il y a également le ministère de la microfinance et de l'économie solidaire qui a décidé d'accompagner ou d'apporter sa contribution au plan Diomaye pour la Casamance à travers la mise à disposition d'équipements d'allègement des travaux des femmes. Le plan Diomaye pour la Casamance qui a fait l'objet d'une communication hier en réunion du Conseil des ministres. Le député Thierno Alassane Sall face à la presse cet après-midi au lendemain du rejet par le bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi qu'il avait déposée pour l'abrogation de la loi d'amnistie numéro 2024-09 du 13 mars 2024. Nous reviendrons largement sur cette question dans la deuxième partie de cette édition avec le dossier du jour ficelé par Nafissatou Silla. La Maison des éleveurs du Sénégal en partenariat avec la CEDEAO vient de lancer un projet qui vise à améliorer la production laitière au Sénégal. Le projet vise également à mettre fin au conflit entre éleveurs et agriculteurs. La présentation du projet Aplabeg a eu lieu à Nguékhor. Ndeye Matidian. 2000 litres de lait par mois, c'est ce que promet le projet d'amélioration de la production laitière et de l'aliment de bétail dans les communes de Tataguine et Nguékhor. Un projet ambitieux que nous explique Ismaël Sow, le coordonnateur. Depuis le démarrage du projet, on a eu à réaliser les 2 fermes laitières qui sont à Nguékhor et à Tataguine. On a également réussi à emblaver au niveau de chaque ferme une superficie d'environ 1 hectare pour la culture du maralfafa et que ces superficies-là sont également équipées de systèmes irrigués. Donc ces fourrages-là aujourd'hui vont permettre non seulement d'alimenter le bétail qui est là déjà disponible avec 10 têtes au niveau de chaque ferme-là. On les a dotés des géniteurs métis mobiliards donc qui vont en tout cas
cas assurer la production. Ce projet à plat beige de la CEDEAO touche 300 bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on a préféré prendre les gébus meurs qu'on a couplés avec les métis mobilières parce que le constat était que les races exotiques en tout cas n'avaient pas les capacités de pouvoir résister dans cette chaleur. Pour une bonne mise en œuvre de ce projet, la Maison des éleveurs du Sénégal et ses partenaires peuvent compter sur l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage à travers ses services déconcentrés. Seynabou Diaksi, directrice régionale de l'élevage et des productions animales de Thiès. Nos services techniques agissent en étroite collaboration pour assurer le suivi technique sanitaire des animaux, faire des visites régulières des sites. Devant le président de la Maison des éleveurs du Sénégal, Ismaël Sow, les femmes transformatrices du lait de vache ont fait part de leurs difficultés dans la commercialisation de leurs produits. Elles veulent être accompagnées. Ndeye Mati Dieng, Ngexox, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal international à la présentation. Fama Dione, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Pas de tabaski cette année au Maroc. Le roi appelle les Marocains à s'abstenir du sacrifice. C'est à travers un message au peuple marocain que le roi a invité son peuple donc à s'abstenir d'accomplir le sacrifice de l'aide que dans sa dimension spirituelle à travers la prière et l'aumône. Synthèse de son communiqué avec Awambay. Le roi Mohamed VI a appelé la population marocaine à ne pas sacrifier le mouton lors de la fête de Tabaski prévue en juin, et cela en raison d'une diminution du cheptel lié à la sécheresse qui a fait grimper les prix. Notre pays affronte des défis climatiques et économiques et qui ont pour conséquence une régression substantielle du cheptel. Fin de citation. Le discours du roi est d'ailleurs lu à la télévision nationale par le ministre des Affaires religieuses. Le roi Mohamed VI se dit conscient de l'importance de cette fête sur les plans religieux, familiaux et sociaux, mais appelle son peuple à s'abstenir d'accomplir le rite du sacrifice de la fête de Tabaski cette année à cause des conditions difficiles susceptibles de porter préjudice à une grande partie des habitants du Maroc, surtout ceux qui ont les revenus limités. Le Maroc fait face à sa 7e année consécutive de sécheresse qui a entraîné une diminution du cheptel de 38% sur un an à cause d'un déficit pluviométrique de 53% par rapport à la moyenne des 30 dernières années selon le ministère de l'Agriculture. Il s'agit donc de la pire sécheresse depuis le début des années 1980. La diminution du nombre de têtes de bétail a provoqué une flambée des prix de la viande. En République démocratique du Congo, un rapport dénonce le train de vie des élites politiques. Le rapport est intitulé « Train de vie des institutions en RDC, le pillage systématique des revenus par les élites politiques ». Il a été rédigé conjointement par les coalitions Le Congo n'est pas à vendre et le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Le rapport dénonce un pillage systématique des revenus congolais par des élites politiques, une situation qui affaiblit l'État et perpétue les inégalités sociales. En République démocratique du Congo, les députés perçoivent jusqu'à $21 000 par mois, soit plus de 13 millions de francs CFA, là où les enseignants, policiers et militaires doivent se contenter d'environ $100 le mois, soit près de 62 000 francs CFA. Les auteurs du rapport pointent des dépassements budgétaires systématiques, notamment à la présidence de la République et dans les ministères. Le rapport critique aussi le manque d'engagement du président Félix Tshisekedi pour réduire les dépenses publiques. L'une des décisions les plus controversées reste sa promesse d'offrir des jeeps aux 500 députés, une mesure perçue comme un affront aux efforts de justice sociale et de redistribution des richesses nationales, selon toujours le rapport Souleymane. Présidentiel au Gabon, le dépôt des candidatures démarre aujourd'hui. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle gabonaise est prévu donc ce jeudi 27 février. Les candidats doivent donc déposer leur candidature et ont un délai qui s'achève le 8 mars. Ndenoumbe Diop.
Les candidats doivent passer un test linguistique, un contrôle médical et répondre aux critères d'éligibilité fixés par la nouvelle constitution adoptée par référendum le 16 novembre dernier. Ils doivent par ailleurs avoir entre 35 et 70 ans, avoir renoncé à toute nationalité autre que gabonaise au moins 3 ans avant l'élection, résider au Gabon depuis au moins 3 ans consécutifs avant la présidentielle et parler au moins une langue locale. Parmi les personnalités dans la course figure l'opposant Daniel Mengara, la femme d'affaires Nyinga Channing, entre autres. Le général Brice Oligui Nguema, devenu président de la transition après coup d'État du 30 août 2023, ne s'est pas encore déclaré candidat, mais le nouveau code électoral autorise les militaires à se présenter sous condition de démission ou de mise en disponibilité préalable. La caution pour participer à cette élection présidentielle gabonaise est fixée à 30 millions de francs CFA. Pour terminer en Europe, l'Union européenne qui prévoit d'organiser un sommet en présence de Zelensky. Le sommet est prévu le jeudi 6 mars. Les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver à Bruxelles afin de discuter du renforcement de la défense européenne et tenter de conclure un accord autour d'une nouvelle enveloppe militaire pour Kiev. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a proposé que les 27 États membres s'engagent à fournir de nouvelles armes dès que possible, notamment des missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des obus d'artillerie à l'Ukraine. Lors du sommet spécial, les 27 vont discuter également du renforcement de la défense européenne avec l'objectif de prendre de premières décisions pour le court terme afin que l'Europe devienne plus souveraine, plus capable et mieux équipée sous les mains. Merci Famadion, il est 12h. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Notre rubrique Point de vue dans une dizaine de minutes. Quelle stratégie pour une recherche et le cas échéant un recouvrement efficace des deniers et biens publics présumés détournés? C'est autour de cette question que va s'articuler notre débat du jour sur la reddition des comptes avec nos deux intervenants du jour, Abdoul Aziz Diop, ancien coordonnateur national adjoint du Forum civil, et Mohamedou Seck, secrétaire général de la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. RFM Sport. Tout de suite, l'actualité des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Ligue 1 de football, le leader veut plus de points face à Guédiawaye FC. Ce sera à l'occasion de la mise à jour du 15e tour de cette Ligue 1 sénégalaise. Gorée qui joue contre l'équipe de Guédiawaye Football Club à Grand Yoff à partir de 16h45 avec l'objectif d'engranger les 3 points pour creuser l'écart. Youssouf Bodian pour plus d'informations sur cette affiche. La dernière victoire de l'US Gorée en Ligue 1 cette saison remonte à la 11e journée. C'était 1-0 face à Teungueth FC le 11 janvier. Les insulaires ont ensuite enchaîné 2 matchs nuls vierges face à la Linguère de Saint-Louis et le Casa Sport de Ziguinchor et une défaite 1-0 concédée face à Agel de Rufisque. C'était lors de la 14e journée. Le leader du championnat n'a donc gagné aucun de ses matchs depuis le début de ce mois de février. Malgré tout, avec 28 points, soit 1 de plus que le deuxième Walidan, l'US Gorée est assuré d'être championne de la phase aller. Ce, quel que soit le résultat de cet après-midi face à Guédiawaye Football Club. Les Crabes aussi n'ont pas encore gagné en ce mois de février. Le dernier succès de GFC remonte au 26 janvier lors du derby remporté face à l'AS Pikine. GFC a ensuite enchaîné 2 défaites et un match nul face au Jaraaf de Dakar. Après ce point pris à domicile, son entraîneur Ansou Diadjou a fixé l'objectif face à l'US Gorée. L'objectif c'est de freiner Gorée, c'est de ne pas permettre à Gorée d'avancer pour relancer le championnat. Soit se prendre les 3 points ou bien prendre le point du bout. La saison dernière en Ligue 1 entre Gorée et Guédiawaye Football Club, c'était match nul vierge à l'aller et au retour victoire de GFC 1-0. La dernière victoire des insulaires sur les Crabes en championnat remonte à 2022. En Italie, il est également question de la mise à jour du calendrier du Calcio italien pour le compte de la 9e journée. À 19h45 aujourd'hui, Bologne reçoit l'AC Milan en Angleterre, clôture de l'acte 27 de la première ligue anglaise. West Ham qui joue contre Leicester, ce sera dans la soirée Suleiman. Basketball Africa League, l'AS Ville de Dakar déjà dans la préparation. L'AS Ville de Dakar, championne du Sénégal en titre chez les garçons, et va représenter le Sénégal pour cette édition 2025 de la Basketball Africa League. Déjà, l'équipe
l'équipe de la municipalité a dévoilé les nouvelles recrues donc pour renforcer son effectif et dévoiler également son plan de préparation. L'ASV de Dakar veut réaliser un bon parcours pour essayer de faire mieux que les équipes qui ont déjà participé à cette Basketball Africa League. Comment donc y aller, avec quels moyens, avec quels joueurs y aller pour tout faire afin de maintenir le flambeau de l'équipe du Sénégal et du basketball sénégalais. Après la qualification de l'équipe nationale de basket chez les garçons, les joueurs de Ville de Dakar veulent faire mieux, veulent réaliser une bonne participation déjà pour la première fenêtre, réussir à sortir de leur poule pour se qualifier ensuite pour l'étape suivante et enfin aller au niveau de la dernière étape de cette Basketball Africa League qui est le Final 8 qui se joue au Rwanda dans la salle de Kigali. Sodacham qui s'est penché sur la question. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec l'intervention des spécialistes de la balle orange qui ont scruté le recrutement de l'ASV de Dakar et qui se sont prononcés également sur les chances de l'ASV de Dakar de réussir à atteindre ses objectifs dans cette Basketball Africa League édition 2025. Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. Rendez-vous est pris avec Sodacham dès l'édition en Wolof. Ce sera tout à l'heure. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous le disais tout à l'heure, le député Thierno Alassane Sall face à la presse cet après-midi au lendemain du rejet par le bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi qu'il avait déposée pour l'abrogation de la loi d'amnistie 2024-09 du 13 mars 2024. C'est l'objet du dossier du jour. La proposition de loi pour l'abrogation partielle de la loi d'amnistie est un moindre mal, c'est le point de vue en tout cas de certains spécialistes des questions juridiques. Cependant, la proposition de loi introduite par le député de Pastef Amadouba laisse perplexes les défenseurs des droits humains. Ces derniers rejettent toute idée d'impunité. Nafissatou Oussila. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains parle de manœuvres politiques, de politique politicienne autour de cette loi d'amnistie. L'introduction d'une proposition de loi d'amnistie partielle le laisse perplexe. Alassane Seck. On peut constater, pour le regretter, qu'il y a forcément des manipulations ou des manœuvres politiques ou des manœuvres politiciennes. En tout cas, ce qui est constant, c'est que moi, ça ne m'a pas étonné outre mesure. Ça ne m'a pas étonné. Donc aujourd'hui, pourvu que les victimes ne soient pas laissées pour compte, il y a eu un impact réel sur les victimes de 2021 à 2024. La LSDH rejette toute idée d'impunité et souhaite que la justice soit appliquée dans toute sa rigueur. Nous pensons que les victimes, les gens qui étaient donc laissés pour compte, les victimes donc de crimes de sang, que la justice soit appliquée dans toute sa rigueur. Je n'ai pas vu le détail, il le dit, mais on pense qu'aujourd'hui, il est urgent qu'il n'y ait pas une impunité au Sénégal avec ce qui s'est passé en 2021, de 2021 à 2024. Je pense qu'ils sont assez responsables pour ne pas laisser des choses comme ça dans l'impunité. Je pense que la majorité gagnerait à être dans la rigueur, dans le respect des promesses qui étaient faites pendant longtemps. De toute façon, pour El Amatiam, juriste, l'abrogation partielle de la loi d'amnistie est un moindre mal. Bon, vous savez, comme je l'ai toujours dit, toutes les lois au monde peuvent être abrogées, modifiées ou annulées. Ici, même une loi d'abrogation, quand on parle d'abrogation partielle, c'est parce qu'un pan de la loi doit être modifié. Par qui? Par le législateur. Parce qu'il y a trois entités qui peuvent interpréter une loi. D'abord le législateur, le juge et l'administration. Ici, c'est le juge qu'on a demandé de revenir sur ce qu'il avait déjà voté. Donc, il faut l'admettre d'abord que l'abrogation partielle d'une loi d'amnistie est un processus très délicat. Et à la croisée du droit et de la politique, il faut l'admettre aussi. Seulement, il y a un mais, selon lui. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que cette rétroactive ou cette abrogation partielle peut aussi générer des tensions, notamment pour les bénéficiaires de l'amnistie. L'abrogation partielle demande à interroger au juge, au législateur, qui est l'interprète de la loi qu'il avait même votée, de revenir sur certaines dispositions ou un pan de la loi. Ça peut avoir des conséquences parce que ça peut troubler d'abord le principe de ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Ça ne rétroduit pas. C'est une règle fondamentale en droit constitutionnel, et en droit pénal aussi et en droit international. Et ici ajoute aussi, il va de l'insécurité aussi juridique. Dans tous les cas, les difficultés se présentent pour mener à bien les enquêtes nécessaires afin de situer de manière effective les responsabilités. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour.
Ouverture ce jeudi des auditions du pool judiciaire et financier. Les juges prennent le pool des 125 milliards suspectés, annonce l'Observateur. Farba comparé aujourd'hui, Taïrou demain. Un impressionnant dispositif policier déployé, jeu et enjeu d'une traque de 125 milliards de francs CFA. Farba va-t-il passer le ramadan chez lui ou en tôle, s'interroge Source A. Le journal précise que l'affaire qui vaut au député maire des Agnam un deuxième face-à-face avec le juge d'instruction porte sur des transactions suspectes d'une valeur provisoire estimée à plus de 125 milliards de francs CFA. Source A d'ajouter que le procureur du parquet financier parle de mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écran. Les Échos signalent que l'APR et les sympathisants de Farba se préparent, les forces de défense et de sécurité en renfort. L'enquête est alimentée par des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières, informe Direct News. Le journal note que Farba est attendu devant le juge et Sonko à l'assaut du Front social. Justement, le gouvernement et les syndicats en désaccord sur plusieurs points clés, selon Point Actu, qui note des tensions sur la question du pouvoir d'achat. Parmi les secteurs en crise, le BTP qui touche le fond, selon Témoin, qui note plus de 4000 licenciements. Enquête consacre sa une à la crise dans le secteur des médias et le soutien aux syndicats, les piliers fragilisés de la démocratie, titre le journal. L'Observateur considère que le gouvernement de Sonko est face à un test crucial. Un des membres du gouvernement, Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, donne le ton dans le Soleil. Engager les acteurs pour une trêve sociale, a déclaré le ministre, qui ajoute qu'entre 2022 et 2025, l'État a dépensé plus de 247 milliards de francs CFA pour la prise en charge des revendications des syndicats de l'administration. Le ministre Olivier Boucal renseigne que les agents de l'État sont au nombre de 183 693 pour une masse salariale de plus de 1400 milliards de francs CFA. Le ministre Boucal renseigne que les agents de l'État sont au nombre de 183 693 pour une masse salariale de plus de 1420 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024. Un autre sujet qui fait la une des journaux, l'abrogation de la loi d'amnistie, la proposition de loi de Thierno Alassane Sall irrecevable, titre L'Info. Le journal précise que la majorité estime la proposition du député de l'opposition non conforme aux dispositions des articles 82 de la Constitution et 60 du règlement intérieur de l'institution. La majorité dit niet, titre Sud Quotidien. En revanche, le bureau a adopté la proposition du député Amadouba numéro 2, informe Le Quotidien, qui considère que Pastef a dribblé TAS. Thierno Alassane Sall qui réagit dans le journal, je cite, « Le régime Pastef refuse catégoriquement l'abrogation totale ». Fin de citation. C'était un bluff, s'exclame Le Quotidien. L'hôtel King Fahd Palace dans la tourmente selon l'Observateur, qui parle d'un différend avec la société MTA. Ses comptes saisis à la suite d'un différend avec un entrepreneur qui menace désormais l'hôtel de saisie foncière et de liquidation. Libération parle de la DIC qui a piégé et arrêté un douanier en flagrant délit. Le présumé coupable en service à Kaolack volait la drogue saisie pour la remettre à des trafiquants afin de la revendre. Et puis en sport, le journal Record qui consacre sa une à Idrissa Gana Gueye qui a joué hier son 200e match avec Everton. Mr Gana, s'exclame le journal, qui parle également de ce match qui va opposer cet après-midi Gorée à Guédiawaye Football Club dans le cadre donc de la 15e journée de Ligue 1 sénégalaise. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue pour débattre de la large question de la reddition des comptes. Mais avec cette question, quelle stratégie pour une recherche et le cas échéant un recouvrement efficace des deniers et biens publics présumés détournés ? Et pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne et en direct avec M. Abdelaziz Diop, ancien coordonnateur national adjoint du Forum civil. Abdelaziz Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Mohamedou Seck, secrétaire général de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Mohamedou Seck, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour débattre de cette question. Abdelaziz Diop, pour commencer, le gouvernement a présenté sa doctrine en matière de reddition des comptes et de recouvrement des deniers et biens publics présumés détournés avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
lors de la conférence de presse d'une partie du gouvernement au lendemain de la publication du rapport de la Cour des comptes et un peu plus tard, lors de la séance plénière portant sur les questions d'actualité posées au gouvernement. Il s'agit donc de privilégier la médiation pour recouvrer ces biens et dans certains cas, disons, extrêmes, de poursuivre les présumés coupables. Du point de vue de la société civile, quel est votre avis sur cette approche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une efficacité réelle dans le recouvrement tout en punissant, entre guillemets, les personnes qui se seraient rendues coupables de ces détournements-là éventuellement? Merci beaucoup, Suleiman. Je pense que pour la question de la reddition des comptes, nous en avons parlé. Le Forum civil, déjà en 2012, si vous vous souvenez bien, avec les comptes et mes comptes de l'ANOCI, nous avions même publié un film, film documentaire, mais c'était bien après les élections pour éviter l'interférence dans le jeu politique. C'est bien après les élections. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces dossiers, la reddition des comptes, dans un État normal, ça doit être un principe de bonne gouvernance qui doit être une chose naturelle, qui doit se faire en toute lucidité, en toute quiétude, en toute sérénité par la justice, c'est-à-dire laisser le temps de la justice. Mais malheureusement, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que des dossiers judiciaires qui ont des relents politiques ou des dossiers politiques qui ont des relents judiciaires. Et c'est pourquoi la perception aujourd'hui pour l'opinion, c'est souvent des règlements de compte à la place de reddition de compte. Alors que ça ne doit pas être le cas. Par exemple, si nous prenons le cas bien précis du sieur Farba Ngom, quand nous avions entendu le Premier ministre durant la campagne, même si on ne peut pas faire la différence entre le Premier ministre qui incarne l'exécutif et l'homme politique qui était en campagne électorale, qui menaçait ouvertement Farba Ngom. Ensuite, les militants de Farba qui sortent aujourd'hui aussi pour répliquer. Alors il n'appartient ni au Premier ministre, ni au pouvoir, ni à l'opposition d'accuser ou de se blanchir. C'est la justice qui doit faire son travail. Maintenant, l'approche pour le ministre de la Justice, moi je pense que le ministre de la Justice reste sur les principes. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Nous ne pouvons pas entrer dans le fond parce que nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants. Exact. Mais sur les principes, je pense que d'abord il faut des mesures, il faut combiner plusieurs approches. Des mesures préventives et des mesures répressives à la hauteur des fautes commises. Que nul ne soit protégé. C'est-à-dire que l'impunité soit bannie et que maintenant, le règlement de compte aussi soit banni. Il faut combiner ces deux approches. Mais je pense que l'un dans l'autre, nous avions la CREI, ensuite nous avions même proposé, je me rappelle, au niveau du Forum sur la CRIEF, cours de répression des infractions économiques financières. Maintenant, nous avons le pool judiciaire financier. Il faut laisser le temps à la justice de faire son travail en toute conscience. On reviendra justement sur cette question du siège, du traitement de ces dossiers. Mais avant cela, Mohamedou Seck, la traque, pour ainsi dire, a bien démarré avec les affaires qui sont enrôlées actuellement, c'est une manière de parler, qui sont traitées en tout cas par le pool judiciaire financier, avec l'affaire Farba Ngom notamment. Mais comment assurer un traitement serein, stable et efficace de ces dossiers à la suite de ce qu'a dit Abdoulaziz Diop tout à l'heure, pour éviter notamment la récupération politique ou la politisation de ces dossiers, notamment en période électorale? Merci. Permettez-moi d'abord de faire un petit coucou à Abdoulaziz Diop et dire tout simplement que sur la question, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. Donc c'est une obligation légale. C'est une obligation légale qui permet de renforcer la gouvernance. Maintenant, autre chose, sur la mise en place du pôle judiciaire et financier, il faut dire également que c'est une réponse aux nombreux défis posés par l'exigence citoyenne de redevabilité. Donc, Aziz a dit quelque chose de très important, ça va être quelque chose de naturel qu'une personne qui a eu à gérer les fonds publics rende compte. Maintenant, il y a tout un débat autour, entretenu par certains politiques, par certains chroniqueurs donc, qui entretiennent des débats politiques autour pour chercher à biaiser la compréhension de l'opinion ou mobiliser des militants, des groupes d'ethnie autour de la question, espérant pouvoir, bien sûr, soustraire les mandataires
de rendre compte de leur gestion. Comment éviter cela? Est-ce qu'il faudrait envelopper ces dossiers d'un peu plus de, pour ne pas dire secret, de discrétion, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette récupération politique, cette exploitation par tel ou tel groupe? Bon, il faut dire que la justice est dans sa marche normale. Donc, il y a... Avec la publicité minimale nécessaire autour de ces dossiers, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Là, les textes sont très clairs. C'est des dossiers qui ont été produits par comment on l'appelle encore, par des institutions de contrôle, donc, habilitées. Donc, quelque part, s'il y a problème, ce n'est pas au niveau de la justice. Mais également, en fait, il faut dire que ceux qui sont appelés ne sont pas des citoyens comme moi qui doivent passer par, comment dirais-je, le trait de l'immunité parlementaire ou passer par la haute cour de justice. Donc c'est parce qu'ils ont eu à rendre compte des fonds publics. Donc tout le débat politique devient nuisible donc, à la gouvernance judiciaire autour de toutes ces questions-là. Mais j'ose estimer que la justice fera fi de tout ça et continuera à œuvrer donc, dans sa mission donc, d'amener les Sénégalais qui ont eu à gérer les deniers publics à rendre compte sur des matières très claires. Rendre compte en matière de corruption, en matière de détournement de deniers publics, de blanchiment d'argent, escroquerie ou des infractions. C'est-à-dire, ce n'est pas le citoyen ordinaire qui peut être appelé donc, à s'expliquer sur des questions. N'est-ce pas? Ceux qui sont appelés, c'est ceux qui ont eu à gérer les deniers publics et des biens publics. Donc, de façon naturelle, ils doivent aller répondre à la justice donc pour s'expliquer sur leur gestion. Maintenant, s'il n'y a aucune charge contre eux, bien évidemment, ils seront libres comme tout le monde. Mais s'il y a des charges établies, ils seront amenés à vraiment rembourser des fonds qui sont perdus par je ne sais quel moyen. Vous faites bien de rappeler le principe comment dire, l'innocence jusqu'à preuve du contraire. Donc, la présomption d'innocence, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Abdoulaziz Diop, est-ce que, comment dire, l'architecture institutionnelle, judiciaire actuelle, avec la centralité du pool judiciaire financier, mais en amont, il y a également les corps de contrôle et en aval, il y a même d'autres structures telles que l'ONRAC, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels. Est-ce que la nouvelle architecture est à même d'améliorer, d'optimiser un peu le travail de toutes ces institutions en vue, ne l'oublions pas, du recouvrement des biens présumés détournés, d'après vous? Vous avez touché du doigt un problème très, très, très important. Nous avons au Sénégal la conformité sur le plan institutionnel, sur le plan réglementaire, sur le plan... Donc nous avons de très bonnes structures, comme vous l'avez dit. Nous avons beaucoup de structures, des corps de compte, l'IGE, la Cour des comptes, l'OFNAC, la CENTIS. Maintenant, il faudrait d'abord une mise en cohérence de toutes ces structures de contrôle, mais aussi en termes d'efficacité, en termes de ressources mobilisées. Depuis une dizaine d'années, on parle de traque, mais qu'est-ce que ça a rapporté? Donc je pense qu'à ce niveau, c'est en termes d'efficacité que nous devons interroger ces différentes structures de contrôle. Parce que souvent, c'est des structures ou des corps de contrôle sous contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont sous le contrôle. Ils font un excellent travail. C'est de grands commis de l'État, mais comme tous Sénégalais aussi, nous sommes tous des hommes sénégalais avec nos tares et nos qualités. On parle souvent de l'indépendance de la justice. Moi, je parlerai de l'indépendance du juge qui a prêté serment et qui aujourd'hui agit selon sa bonne conscience. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes ces structures de contrôle font un excellent travail, mais souvent, c'est les règlements politiques à des questions judiciaires. En quoi faisant? Regardons ce dossier aujourd'hui. Ce dossier a des relents politiques, a des relents ethniques, a des relents régionalistes. Et on pouvait s'en passer. Et ce n'est pas pour la première fois. Quand le Nord se mobilise pour Farbongom, il y avait le Sud aussi avec Ousmane Sonko qui s'est mobilisé. Donc, et c'est notre vivre ensemble même qui est menacé. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui une mise en cohérence de toutes ces structures en termes d'efficacité, mais aussi une mise en cohérence pour éviter les conflits de compétences ou les conflits d'intérêts. Le pôle judiciaire financier vient à point nommé. Mais laissons le temps à ces magistrats
faire le travail. Et le temps de la juge n'est pas le temps de l'opinion ni du politicien. Il faut réaliser aussi, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, que tout ce qui est estampillé confidentiel, je l'avais dit dans un de mes entretiens avec vous, qu'il faudrait éviter que tout ça soit sur la place publique, même les documents estampillés confidentiels. Je prends un exemple, Souleymane, aujourd'hui, et qui mérite aujourd'hui une clarification même pour la presse. On parle d'une convention entre le Sénégal et le Maroc pour le transfert des détenus. Mais ça concerne des détenus qui ont purgé des peines au Maroc, qui ont été condamnés, qui doivent être transférés. Mais quand les gens passent aussitôt à l'ancien président de la République, pour montrer qu'il y a tellement d'amalgame sur l'espace public. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux. Parce que ce qui intéresse les citoyens sénégalais, le plus important, c'est l'efficacité, comme vous l'avez dit, parce que c'est des principes de bonne gouvernance, l'efficacité, la redevabilité, même la transparence. Mais la transparence, c'est l'accès à l'information qui est la clé de voûte. Mais c'est à terme. Mais au début de ce processus, tout le monde dit, parce qu'il y a des rapports pour soi et le rapport en soi. Le rapport en soi, c'est le rapport qui est entre les mains du pôle judiciaire financier. Mais le rapport pour soi, c'est selon la position, qu'on soit du pouvoir, de l'opposition, de la... Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Il y a tellement d'amalgame. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. La reddition des comptes doit être un acte normal dans un état de droit, un acte de bonne gouvernance. Éviter tout relent politique, toute politisation, laisser la justice faire son travail et à terme maintenant communiquer. Et ce qui est important, c'est les résultats in fine. Qu'est-ce que ça va produire comme en termes d'efficacité et d'efficience pour le devenir et que pour que plus jamais cela ne se reproduise plus. Donc il faut des mesures préventives, des mesures répressives, mais aussi un système national d'intégrité, Souleymane. Dans ce pays, c'est comme un océan de vici avec un lac de vertueux. C'est comme des scandales à foison. Alors qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont d'une probité morale, d'une intégrité. Il faudrait que ces personnes-là soient promues et soient montrées à la face de la nation comme quoi il y a des modèles de vertu et de gouvernance aussi dans ce pays. N'est-ce pas? Et ça commence par l'exemplarité à travers nos dirigeants. N'est-ce pas? Et si parlez moins. Merci. Je pense que ce soit le Premier ministre, le Président ou les ministres, en tout cas le ministre de la Justice, son approche elle est bonne. Parce qu'au moins, il reste sur les principes, comme vous avez dit. Abdelaziz Diop, ancien coordonnateur national adjoint du Forum civil, je vous remercie. Mohamed Oussek, pour finir, d'abord sur cet aspect institutionnel, est-ce que nos institutions sont à même aujourd'hui d'assurer une reddition de comptes plus efficace que ce qu'on a connu jusqu'à présent? Et de ce point de vue, d'ailleurs, je voudrais vous entendre sur la stratégie de promotion de la bonne gouvernance qui vient d'être lancée par le secrétariat d'État en charge de cette question. Il est quand même étonnant qu'à ce jour, le Sénégal n'ait pas, une planification stratégique de ce point de vue-là, d'où d'ailleurs il faut saluer le lancement de l'initiative. Mais globalement, le dispositif est-il bon pour assurer une reddition de comptes optimale, d'après vous? On doit dire que la reddition des comptes jusque-là se déroule dans les conditions fixées par les lois du pays. Et c'est une reddition des comptes qui est menée par de grands professionnels au niveau du contrôle. Il n'y a pas de doute sur le professionnalisme. Bien sûr, de la Cour des comptes, de l'IGE, de la CENTIF, de l'OFNAC. On n'a également pas de doute sur la qualité et le professionnalisme des juges qui sont au niveau de la haute cour de justice. Donc, on peut et le pool financier, d'ailleurs, qui est un pool spécialisé, suffisamment doté en personnel, avec la collégialité, vous l'avez vu, des juges d'instruction qui reçoivent à l'instant même Farbangom, par exemple. Ce sont de vrais professionnels qui font le boulot. Maintenant, il reste un peu à lancer un appel pour que davantage ceux qui sont appelés à dire le droit, qu'ils le fassent en toute indépendance et dans l'intégrité la plus absolue. Donc, c'est tout ce qu'on peut attendre. Là c'est l'homme qui intervient, l'homme avec tout ce qu'il y a comme complexité. Mais sur le plan institutionnel, il n'y a rien à dire. Et vous, la priorité, c'est quoi? C'est recouvrer les deniers qui seraient soustraits ou sanctionner les coupables ou les deux à la fois? Est-ce possible? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a, en fait, in fine, une volonté de pouvoir recouvrer les fonds publics, mais également sanctionner exemplairement ceux qui ont été coupables.
coupables de certains crimes économiques. Donc, pour l'exemple, comme vous dites. Hein? Pour l'exemple, comme vous dites. Oui, c'est ça. Merci. Merci, Mohamed Doucek, secrétaire général de la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. On vous retrouve tous les deux à la fin de l'édition en Wolof. Ce sera tout à l'heure. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogou à la rédaction en chef. Chef d'édition Barthélémy Ngom, Mamas Toukan à la coordination. À la mise en onde, Abdoukader Lo, Aliouba et Abdou Thiam à la production. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.